Bien, on va recommencer, on va reprendre le cours de notre journée. J'espère que vous avez pu vous reposer après cette matinée assez intense. On va commencer l'après-midi par une table ronde sur les objets déconnectés. Sur les objets connectés. Voilà, je suis allé trop vite, mais bon, on pourra réfléchir à différents types d'objets. Pour en donner une définition assez succincte, en regardant notamment sur le site de la Haute Autorité de Santé, les objets connectés donc, sont des objets qui collectent, stockent, traitent des données, qui, alors en général, en tout cas pour ceux dont on va parler, sont embarqués, c'est-à-dire qu'on va essayer de parler plutôt des objets que l'on a sur soi, ou que, contrairement par exemple à des robots, on ne va pas parler, je pense, trop de domotique, à moins que les personnes qui sont autour de la table en parlent, mais a priori, nous n'en parlerons pas. On peut considérer rapidement qu'il y a deux catégories d'objets connectés, si on essaye de faire un inventaire assez rapide. Les objets connectés qui sont plutôt orientés patients, qui sont plutôt embarqués donc, par les patients, et les objets connectés qui sont plutôt orientés vers les praticiens. Voilà. Alors, cette table ronde, pourquoi on a décidé de l'organiser. C'est parti d'une discussion que Pierre-Emmanuel et moi avions eue avec Nicolas Castoldi, une discussion informelle, sur les objets connectés, sur les façons dont ils transforment le soin. Et ce qu'on se disait avec Nicolas, c'est notamment que qu'est-ce qui change dans la relation de soins avec un objet connecté, imaginons un objet connecté donc, sur un patient, c'est que potentiellement le témoignage au témoignage du patient se substitue du traçage de comportement, du traçage de nombre de pas, du traçage... Voilà. Et donc qu'est-ce que ça change ça que du témoignage soit remplacé par du traçage, voilà. On était parti vraiment de cette question-là, tout en se disant que d'autres questions allaient émerger. Voilà. Et donc, pour parler de ce sujet, j'ai à mes côtés donc Pierre-Emmanuel Brugeron, qui s'est déjà présenté, de l'Espace Éthique Île-de-France, également, donc dans l'ordre où ils vont intervenir, Nicolas Castoldi, qui est co-directeur notamment de l'Espace Éthique et aussi directeur de la chaire At Hôtel-Dieu, enfin de At Hôtel-Dieu. Mathilde Chevalier-Prouveau, qui est philosophe et qui accompagne l'entreprise Withings. Et enfin, Philippe Raveau, qui est professeur d'épidémiologie à l'Université Paris-Cité. On s'est dit qu'on allait avoir donc, des interventions successives, donc je vais donner tout de suite la parole à Nicolas Castoldi pour la première. Merci Nicolas. Voilà, premier objet connecté, le micro. Découverte un peu lente. Bonjour à tous et merci à Pierre-Emmanuel et à Paul Loup de la proposition. On s'était dit effectivement que c'était intéressant de sortir une seconde des sujets qu'on a l'habitude collectivement de travailler et de traiter pour aborder quelque chose d'un tout petit peu différent. Qui est quelque chose qui est lié qui est aujourd'hui lié à une transformation factuelle de la manière de faire du soin, et qui est l'irruption de ce genre d'objets connectés dans des stratégies de prise en charge. Voilà, et de le faire avec des regards qui sont des regards croisés. On a la chance d'avoir Mathilde qui a le poste rare de philosophe en entreprise chez Withings, et puis Philippe qui a une vision assez profonde de la transformation du soin qui est liée à ça. Si je voulais lancer le sujet, donc par objet connecté, on entend ça. Donc on entend des montres connectées. Alors une montre connectée, c'est une montre qui, alors à minima, fait ce que fait votre téléphone, à savoir peut suivre le nombre de pas que vous faites,
qui est une montre qui peut faire un électrocardiogramme qui commence à être assez correct. Enfin, un certain nombre de cardiologues s'en servent en routine clinique. Peut suivre votre niveau d'activité physique, c'est-à-dire qu'au-delà du nombre de pas, les accéléromètres ENCO pourraient être capables de dire si vous avez fait je sais pas, une activité un peu intense, un peu dynamique, etc., etc. Vous avez les montres dans ce genre-là, vous avez les balances connectées, vous avez les tensiomètres connectés, vous avez plein de sortes de capteurs différents, si on élargit un tout petit peu, et qui sont des choses dont on commence à essayer de se servir dans des stratégies de prise en charge de patients. Au-delà de l'objet connecté lui-même, ça c'est un objet qui a une fonction de base, c'est de vous donner l'heure, et puis une série de fonctions annexes. Vous avez par ailleurs votre fil à la patte numérique, alors le mien est branché là pour se recharger, mais votre téléphone portable est en lui-même un outil qui est capable de faire beaucoup des choses qu'on vient de dire. Voilà, ce qui est un deuxième élément. Et par ailleurs, dans cet univers, peut-être pour globaliser un tout petit peu, si vous m'y autorisez tous les deux, derrière les objets connectés, vous avez l'univers des applications qui sont en train de voir le jour de toutes les manières possibles et imaginables. Vous avez des applications qui sont là pour essayer de faire du suivi à distance de patients. Elles ont connu une très forte accélération au moment du Covid. Philippe, ici présent, est à l'origine du lancement côté APHP, en tout cas de l'idée, du concept de l'usage d'une application de suivi à distance Covidom pour construire un tiers terme entre la prise en charge du patient aux urgences d'un côté et puis de l'autre le fait de rester chez soi sans aucune forme d'interaction médicale. Ces applications se développent. Vous connaissez aussi tout l'univers des applications qui sont aux confins de la santé et du bien-être, qui veulent vous apporter des conseils divers et variés pour bouger plus, avoir de l'activité physique, changer votre alimentation, mieux dormir. Voilà. Toutes ces choses-là sont en train d'émerger. Et donc, et c'est pas de la théorie pure, c'est-à-dire que ça commence à être utilisé de plein de manières différentes. On ne sait pas encore très bien comment, enfin de plus en plus quand même. Et c'est en train je trouve, de changer un peu un certain nombre de choses. Et ça valait le coup collectivement, je trouve, de prendre un moment pour essayer d'y réfléchir. Si j'essaie de problématiser un tout petit peu la question, et en le faisant devant vous, hein, donc c'est pas d'une qualité extrême, hein, mais peut-être pour travailler deux séries d'oppositions qui, je pense, sont intéressantes. Première chose, ça, on peut le voir comme un capteur ou on peut le voir comme un objet. Je veux dire par là qu'il y a deux manières de voir ce genre d'outils. Vous pouvez les voir comme une manière de recueillir de la donnée en temps réel sur du patient. Et donc, en réalité, démultiplier le volume des informations mises à disposition des professionnels de santé sur l'état d'un patient à date. Ça, c'est par définition intéressant, puisque du coup, on sort de modèles de prise en charge ou de suivi de patients qui se font par des points réguliers, des consultations régulières, des examens réguliers, pour passer à un système dans lequel, potentiellement, supposer que c'est un intérêt, ce qui est une question en soi, un soignant va pouvoir avoir accès à un certain nombre de données sur son patient. Je prends un exemple, tensiomètre connecté. Vous êtes médecin spécialiste de l'hypertension artérielle, qui est quand même un sujet sanitaire non nul. Vous êtes capable de savoir régulièrement si votre patient non seulement utilise son tensiomètre, ce qui est une information intéressante déjà en soi, mais deux, par ailleurs, quelles sont les valeurs de tension de sa prise, etc., etc. Donc vous êtes capable de faire un certain nombre de choses avec des horizons derrière ça, c'est-à-dire que si vous vous rendez compte que la tension n'est pas contrôlée, vous pouvez le faire revenir plus vite. Si vous vous rendez compte que c'est bien contrôlé, vous pouvez reporter le rendez-vous, ça change des choses derrière. Ça, c'est une vision de monitoring du patient. C'est ce que tu disais, Paul Loup, en disant c'est un univers... on voit très vite vers quoi on va en termes de peur collective, sur le mode flicage, etc., etc. Et donc, en gros, avec au fond une espèce de double peur d'une part. D'une part, on donne accès aux médecins ou aux soignants à un certain nombre d'informations qu'ils n'avaient pas préalablement. Et y compris, on est capable d'aller au-delà de cette limitation fondamentale du soin que Dr House a explicité mieux que personne en disant que tout le monde ment tout le temps. Vous avez la vérité, en un sens, ou en tout cas un fragment de vérité.
Et puis d'autre part, vous avez la peur que ces données de santé, d'une manière ou d'une autre, puissent être fuitées, être partagées. Ça fait partie en tout cas des obstacles collectifs autour de ces sujets-là. Moi, je ne m'arrêterai pas sur ces questions-là. Je voudrais aller sur un deuxième rang de questions. On peut voir ça comme, donc, encore une fois, un capteur qui vous donne des données. Moi, je trouve que c'est plus intéressant de voir ça comme un objet. C'est-à-dire que la question, c'est pas simplement une vision passive de « je suis équipé d'un capteur qui fait qu'on me monitore en temps réel ». C'est aussi que moi, patient, ou que moi, être humain, ce faisant, j'ai un objet dans la poche qui a une fonction déterminée avec laquelle je peux interagir et qui en réalité me permet ou peut susciter un certain nombre de comportements. Et c'est ce qui, sous le contrôle de Philippe, ouvre l'horizon de toutes les interventions et ouvre la question de savoir comment ces outils-là, au-delà du fait de permettre à des soignants de savoir comment vous allez, ils vous permettent à vous de faire des choses. Alors je donne un exemple. Moi, jusqu'au Covid, j'étais ce qu'on pourrait qualifier de manière sommaire de cul de plomb. C'est-à-dire que si je marchais 10 minutes par jour, c'était le comble. Hein. Le Covid est arrivé, qui a eu quelques effets X ou Y, dont celui de me priver de chauffeur, ce qui fait que j'ai dû marcher. Et je me suis équipé de ça. Et ça, vous ne le voyez pas là, mais il y a une espèce de petit cadran. Il y a le cadran de l'heure, et puis il y a un cadran qui vous donne le nombre de pas. Enfin, vous donne le pourcentage de réalisation de votre objectif quotidien. Une petite aiguille rouge qui fait le tour. Puis quand vous avez fait vos 10 000 pas, si c'est votre objectif, elle a fait tout le tour. Et je me suis rendu compte de manière très bête que cette aiguille rouge avait un grand effet sur moi. C'est-à-dire que je me suis mis vraiment à vouloir absolument avoir fait le tour du cadran. Ne me demandez pas pourquoi, j'en ai aucune idée. Je suis le premier à dire que ça ne traduit pas une forme d'intelligence très avancée, mais ça a très bien marché. Voilà. Et donc derrière ça, c'est plus que des béquilles, c'est des concrétisations, c'est des manières d'embarquer dans votre relation à vous-même et au monde un certain nombre de choses qui vous permettent d'avoir des points d'appui pour essayer d'avoir des stratégies de changement de comportement. Et toujours sous le contrôle de Philippe, qui en parlerait infiniment mieux que moi, la question de savoir comment on change un comportement, comment à la fois un collectif peut influer là-dessus, comment un individu est capable de changer de comportement, est une question qui est à la fois infiniment compliquée, qui a par ailleurs des ressorts théoriques assez profonds et assez nombreux, et sur le plan pratique, qui est une question redoutable. Quiconque a jamais essayé de changer de style de vie le sait. Moi, le premier, au passage. Donc, encore une fois, il y a cette espèce d'ambivalence-là que je trouve intéressante entre le sentiment que l'objet connecté, il est là pour monitorer un individu passif qui va recevoir un traitement et qu'un système de prise en charge au sens large veut réussir à caractériser d'un côté, et puis de l'autre, il y a aussi une vision qui est de voir des individus qui, à travers ce type d'objet, sont en situation, ou en tout cas sont aidés à transformer, à changer leur comportement, à essayer de changer de style de vie, ou de changer de manière de faire, tout simplement. Et je trouve que cette ambiguïté-là est une ambiguïté qui est intéressante et qui mérite d'être réfléchie et travaillée, me semble-t-il. Ça, c'est un premier grand type de commentaire. Et je ne sais plus quel était le deuxième, donc que je pensais il y a quelques instants. Mais je trouve que dans cette ambiguïté-là, il y a des choses qui sont importantes. Et alors, deuxième commentaire, et que je ferai couvrir parce que je sais que Philippe et sans doute Mathilde en parleront beaucoup mieux que moi. Derrière ça, il y a une question de la manière dont on voit ou on définit le soin. Alors, je ne vais pas m'engager dans une définition théorique pertinente du soin, on y serait jusqu'à ce soir minuit, ce ne serait pas les 10 heures de l'éthique, ce serait les 20 heures de l'éthique, mais derrière ça, je trouve que ça pose bien cette question. Aujourd'hui, on est, et moi je parle d'un lieu qui est aussi ce qu'on peut faire à l'assistance publique de Paris, on continue, on définit le soin d'abord et avant tout comme la rencontre physique entre un patient et un professionnel de santé. Par définition, cette rencontre, elle est presque exceptionnelle. Elle est ponctuelle, en tout cas. Elle se fait dans des espaces physiques définis, un cabinet de consultation, un hôpital, un laboratoire de biologie médicale. Voilà. C'est une interaction, c'est une relation qui est ponctuelle. Elle se fait dans un sens où c'est toujours le patient, quasiment toujours le patient qui va au soignant. Vous le notez, quand les politiques de santé publique mettent l'accent sur l'aller vers, à chaque fois c'est présenté comme une forme de percée conceptuelle absolument majeure. Y compris parce que derrière il y a des questions de ciblage qui se posent évidemment. Mais voilà, ça c'est l'univers du soin tel qu'on connaît aujourd'hui. C'est un univers qui repose par ailleurs, qui est du coup limité par la capacité physique et humaine à accueillir des patients.
l'horizon que semble ouvrir tout ce qu'on vient de décrire, des objets connectés, des applications, des interactions de types différentes, et on pourrait les développer bien mieux que ça et plus profondément, ça nous ouvre une espèce de porte vers quelque chose qui est un soin qui est en partie virtuel s'il n'est pas physique, je ne sais pas si c'est une bonne notion, d'ailleurs j'en sais rien, qui est un soin qui est plus continu, qui est un soin qui est en tout cas accessible à des heures et dans des lieux qui ne sont pas les lieux habituels. Bref, ça donne le sentiment qu'il y a une forme de dilatation possible du soin. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans qui nous permet de surmonter le sentiment et qu'on a tous aujourd'hui, qu'on a vécu au moment du Covid, que les hôpitaux vivent aujourd'hui, qui est de se dire, au fond, le soin, c'est borné. C'est borné au sens où on a une ressource humaine disponible, on a un nombre de médecins, on a un nombre de soignants qui sont là dans des lieux pour, et il y a un moment où on ne sait pas faire plus. Tout ce qui se passe du côté des objets connectés, des outils digitaux, peut nous donner le sentiment qu'on est capable, d'une manière ou d'une autre, de s'affranchir de toute ou partie de cette limite physique. Évidemment, c'est une paille de dire ça. Je veux dire, la première chose que vous voyez quand vous travaillez sur des notions de télésurveillance, de suivi à distance, c'est que, imaginez que vous suivez des patients demain avec des applications ou avec des objets de ce type, vous avez une question immédiate qui est qui traite les informations, qui traite les alertes, et immédiatement vous retrouvez une question de limite physique, de nombre de personnes qui peuvent traiter. Un des sujets permanents, c'est qui traite les alertes, qui traite les données, qui s'en occupe comment. Mais pour autant, ça nous ouvre un univers qui est un univers dans lequel on peut s'abstraire un tant soit peu de cette question de la limitation physique. Et je trouve que c'est une question qui est intéressante. Et elle est intéressante parce qu'elle nous permet aussi de sortir de l'angoisse facile ou spontanée qu'est la nôtre, qui est une manière de se dire... au fond, un soin numérisé, virtualisé, c'est forcément un soin dégradé, déshumanisé, etc., etc. Ce qui est une réflexion qui est sans doute pas dénuée d'intérêt, hein. Mais ça laisse de côté le fait qu'on est peut-être aussi capable, par ce biais-là, de faire beaucoup plus ou bien différemment de ce qu'on fait aujourd'hui. Et je trouve que cette question-là, elle mérite d'être un peu réfléchie, d'être un peu explorée. Troisième commentaire, et je m'arrêterai là sous le contrôle de mes deux camarades à ma droite. Et donc, troisième type de tension que je voudrais juste souligner. Tout ce qu'on vient de discuter là, ça vient brouiller les frontières entre deux univers. L'univers de la prise en charge médicale, du soin, en tout cas au sens fort, et puis l'univers du bien-être. Alors c'est des formules qui en fait sont habituellement utilisés pour caractériser des marchés un peu différents, des acteurs un peu différents. Typiquement, un monde connecté comme ça aujourd'hui, c'est plutôt quelque chose du marché dit du wellness. Le wellness, c'est pas remboursé par la Sécu. Le wellness, c'est d'ailleurs pas spécialement évalué. Le wellness, c'est assez cher. Voilà, mais c'est la santé, c'est le bien-être. C'est l'univers de... Vous allez chez Darty, à la FNAC, où vous voulez, ou sur Internet, vous achetez une montre connectée, vous vous connectez sur l'App Store pour chercher une application pour faire du sport. Voilà. Vous regardez les évaluations, vous demandez à vos copains, et puis après vous prenez un abonnement, 20 € par mois sur... Bref, ça c'est un marché de l'accompagnement, de la vie personnelle des personnes. Et puis, cet univers-là est en train, d'une manière ou d'une autre, de se rapprocher d'un univers santé, qui est un univers qui est, lui, l'univers de prise en charge médicale sur des choses prouvées, avec une interaction entre les deux. Je veux dire par là que il n'est pas totalement absurde d'imaginer que demain, dans des prises en charge de patients autour de maladies chroniques, et encore une fois, Philippe le dira beaucoup mieux que moi, on puisse imaginer qu'on puisse prescrire une application, qu'on puisse donner un point d'appui à un individu qui veut changer de comportement par tel ou tel objet. Donc cette confusion de ces univers-là, elle est en train de se construire. Elle n'est pas simple, parce que derrière, ça mélange des choses qui sont quand même de nature un peu différente. Mais c'est une transformation qui est en cours. Et je pense que ces trois questions-là, et c'est ma conclusion, Paulo, ne t'inquiète pas, je pense que ces trois questions-là, elles sont un peu les trois grands pôles ou les trois grands pôles de tension derrière de ces questions autour de cette notion d'objet connecté et avec en jeu derrière en fait une définition un peu différente du soin, de ce qu'est un patient et de ce qu'est un soignant. Merci beaucoup. J'aurais plein de questions, j'imagine que vous aussi. Je retiens donc les trois premiers points sur d'un côté comment ça change effectivement la relation à soi et au monde, donc l'objet connecté, qu'est-ce que c'est que cet objet, la dilatation du soin,
et le brouillage de la frontière entre le médical et le bien-être. Merci beaucoup Nicolas. Je propose de laisser tout de suite la parole à Mathilde pour continuer. Merci beaucoup. Alors, j'aurais envie aussi de rebondir sur les différents points. Je pense que nos interventions vont se croiser parce que évidemment les problématiques récurrentes, elles sont là et il faut les penser. Et la première chose que je voudrais dire, c'est que ce qu'il est important de faire par rapport à l'objet de connecter, c'est de le penser. Et quand je dis le penser philosophiquement. Parce que c'est un peu la tarte à la crème de la première année de philosophie en terminale, où on explique la distinction entre opinion et pensée philosophique. Mais en même temps, ça fait du bien de le rappeler, parce que le gros problème de l'opinion, c'est qu'elle n'est pas de l'ignorance, elle n'est pas vide, c'est qu'elle prend de la place. Donc on a dans notre esprit tout un tas d'opinions, de préjugés, qui nous semblent vrais parce qu'ils ont toujours été là. Et dans certains cas, ces opinions et ces préjugés sont d'autant plus problématiques qu'ils sont accompagnés par des émotions, et en particulier de la peur, de la crainte. Et cette combinaison constitue ce que le philosophe ruvenogien a appelé la panique morale, dans un livre éponyme que je vous recommande vivement, parce qu'on en a énormément besoin pour penser aujourd'hui d'une façon qui soit claire. Et en fait, dans ce livre, La panique morale, le rôle que s'était donné Ruvenogien, c'était d'identifier tous les sophismes, c'est-à-dire tous les arguments et les raisonnements qui n'en étaient pas, qui étaient en réalité de la non-pensée, des manières de penser erronées, tous les sophismes que prenait la pensée dans le cadre de l'éthique. Et il y a un de ces arguments qui revient très souvent, qui est l'argument de la pente glissante. Et moi, donc, par rapport à l'objet connecté, je sais que quand j'en parle déjà, quand je suis philosophe en entreprise, les gens se disent « Ah bon, mais on peut être philosophe en entreprise ?» Et ensuite, quand je dis que je travaille sur les objets connectés de santé, là, les gens me disent « Mais c'est terrible, c'est les cabines chez Monoprix où on voit des médecins dont on n'entend que la voix, c'est les capteurs qu'on va nous mettre sous la peau. » Voilà, on voit une sorte de fantasmagorie terrible. Et donc en fait, on a tout un nombre de préjugés, et on a en particulier cet argument de la pente glissante qui nous dit que si on met un doigt dans l'engrenage du numérique en santé, et plus spécifiquement des objets connectés de santé, on va en fait rentrer dans une sorte de pente glissante qui va nous amener à un moment donné où on ne sera plus dans le soin, où on sera dans la confrontation de l'humain à une intelligence artificielle, et que finalement on ira se soigner avec de l'IA générative comme ChatGPT qui ira chercher sur Internet ce qu'il faut faire pour guérir notre angine. Bon, là évidemment je caricature un petit peu, mais c'est pour vous montrer en réalité que ce qui est très important de faire aussi, c'est de penser, parce qu'évidemment la technologie va plus vite que la pensée. C'est ce que Bergson disait déjà au début du XXe siècle, dans les deux sources de la morale ou la religion, où il pointait cette tension entre d'un côté le technique qui avance sans forcément se questionner, la seule possibilité de faire quelque chose valide en quelque sorte sa possibilité, et de l'autre côté la pensée, l'éthique, qui, elle, a une temporalité qui est beaucoup plus longue, qui a besoin de réfléchir. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut penser les objets connectés, parce qu'on ne les pense pas. On n'a quasiment aucune étude digne de ce nom, avec des entretiens de recueil de données de qualité, qui recueillent, en fait, tout ce que vous disiez, Nicolas, qu'est-ce que va faire l'objet connecté, comment l'objet connecté va s'insérer dans la vie de patient, comment il va l'accompagner, comment il va modifier éventuellement ses comportements, comment le patient va avoir des projections humanisantes sur son objet. Parce que moi, je fais énormément d'interviews de recueil de données chez WeThings auprès d'utilisateurs. Il y a des utilisateurs qui donnent des noms à leur montre. Il y a des utilisateurs qui disent « Quand je porte pas ma montre, je me sens pas bien ». Il y a des utilisateurs qui disent ma montre, c'est un peu comme une sorte de compagnon qui me soutient. Donc ça, c'est des choses qu'il faut pouvoir penser, parce qu'on voit ici qu'il y a une autre tension. Moi, j'aime beaucoup Bergson qui disait que, en fait, la philosophie, ça consiste à arrêter d'opposer les choses de manière tranchante et à voir qu'il y a toujours des liens, il y a toujours de la complexité. Et ça nous amène à arrêter d'opposer le sujet et l'objet, et de voir que l'objet, en fait, de toute façon, l'objet, c'est jamais quelque chose qui descend du ciel. L'objet, c'est toujours quelque chose qui est fait par l'humain pour l'humain. De la même manière que Michel Foucault disait, il n'y a pas de science
dures et de l'autre côté des sciences humaines, il n'y a que des sciences humaines parce que toutes les sciences sont faites par des humains pour les humains. Moi, je vous dis, il n'y a pas d'objets inhumains, il n'y a que des objets qui sont faits par les humains pour les humains. Après, il faut voir leur finalité, leur contexte d'utilisation. Et je voudrais insister sur 2 points, de façon succincte, hein, promis, après cette introduction, qui est un encouragement aussi à vous qui commencez cette démarche de réflexion en santé. J'espère que parmi vous dans la salle, il y en aura qui s'en empareront, qui feront un mémoire sur un objet connecté, par exemple sur un capteur de glycémie interstitielle, avec des entretiens de recueil de données auprès de patients. Voilà, il faut penser et il faut comprendre comment effectivement, ça transforme le soin. Mais ça révèle aussi, moi je pense que ça transforme le soin, mais ça révèle aussi des choses qui étaient déjà présentes dans le soin. Parce que moi je suis arrivée dans les objets connectés de santé d'abord par l'objet. Parce que en fait je travaillais en philosophie de la santé et les patients, en fait je me suis rendu compte que les patients, il y avait des objets et que ces objets étaient présents et que les objets ont toujours été présents dans le soin. Donc pour moi l'objet connecté de santé, c'est pas une nouveauté qui est des objets dans le soin, ça s'inscrit dans la continuité d'une présence de l'objet dans le soin, sur laquelle évidemment on ne peut pas s'étendre, mais qu'il faudrait questionner là aussi, parce qu'il est évident que l'objet, si on définit le soin de manière extrêmement schématique, hein, vous n'avez pas voulu le définir tout à l'heure, mais je le définis de façon schématique pour évidemment trop rapide, mais disons qu'il y a une étape de diagnostic, d'évaluation pour mettre en évidence il y a une vulnérabilité qui rencontre une possibilité de poser un nom sur cette vulnérabilité, et la possibilité de poser un nom, la possibilité de savoir ce qu'il en est, va pouvoir réparer, je prends le terme réparer parce que pour moi il a une consonance humaine aussi, va pouvoir réparer une blessure et accompagner la réception de cette réparation. Il y a un peu ces 3 temps du soin qui sont le temps de l'annonce du diagnostic, de l'évaluation, il y a le temps de la réparation et il y a le temps de l'accompagnement de l'accueil de cette réparation. Et il y a toujours eu des objets qui ont été présents à ces 3 temps. Donc le temps du diagnostic, c'était évidemment, voilà, c'est l'autoscope ou le stéthoscope ou l'imagerie médicale, qui vont être des objets qui ne sont pas contre l'humain, qui vont être des objets qui sont dans le prolongement, qui sont insérés dans le geste médical et qui vont lui permettre non pas d'aller contre l'humain, mais d'avoir une précision supplémentaire pour mieux accompagner la réparation de l'humain. À l'étape de la réparation, du moment du soin, on a évidemment des objets qui sont vraiment dans ce qu'on appelle le cure, c'est-à-dire le soin ponctuel d'une maladie, d'une blessure physique précise. Donc évidemment, on pense au scalpel et aujourd'hui aux robots qui sont dans les blocs opératoires. Mais on pense aussi dans des soins qui sont éminemment humains. On pense, par exemple, moi je prends très souvent l'exemple d'un cabinet de psychothérapie, et on sait très bien que dans les études de psychothérapie, il y a des moments où on parle de la relation soignante et on parle de la place des objets dans la relation soignante. Il est évident qu'une relation soignante n'est pas la même s'il y a un bureau entre le soignant et le soigné. Une relation soignante n'est pas la même si on est dans des fauteuils. Et par ailleurs, le fauteuil, il va être utilisé par moment, cet objet, par le soignant pour, par exemple, accompagner un geste d'apaisement en ayant une étape, par exemple, de relaxation qui vont s'accompagner d'un ancrage dans le fauteuil. Donc, je prends ces exemples qui sont évidemment pas exhaustifs pour dire que l'objet a une présence dans le soin et que cet objet dans le soin, il n'agit pas comme quelque chose qui déshumanise, mais il agit quelque chose qui renforce la puissance du geste humain. Et qui, par ailleurs, la rend plus précis, la rend plus adéquate. Et j'arriverai du coup à un deuxième point, donc ces objets qui ont toujours été présents dans le soin et dont il faut penser la présence et dont il faut arrêter de les opposer à l'humain, qui serait, ou en tout cas aux soins, qui serait la prérogative d'une présence, parce qu'en fait l'argument c'est un peu de dire que le soin c'est la rencontre d'une présence humaine avec une autre présence humaine. Moi j'aurais envie d'élargir en disant que c'est une présence vivante avec une autre présence vivante, parce qu'il y a du soin dans le monde animal, et il y a du soin aussi, on prescrit des chats parfois dans le cadre d'une dépression, hein, donc on a le soin par le chat, on a le soin par le cheval, donc on a une présence vivante par rapport à une présence humaine. Mais bon, peu importe, on se dit le soin c'est forcément une présence humaine ou vivante
face à une autre présence humaine. Donc si on met de l'objet, on va avoir de l'objet face à un patient, face à une présence humaine, donc on n'est plus dans le soin. Et donc il faut penser la place de l'objet, et dans le cadre de l'objet, il faut penser la valeur ajoutée de l'objet. Et dans le cadre de l'objet connecté de santé, on ne peut pas le penser hors contexte, parce qu'il faut penser dans deux contextes. Un contexte, c'est celui du fantasme de la panique morale, qui est celui de la crise du monde du soin, avec une crise qui affecte aussi le nombre de soignants, le temps qu'ont ces soignants, qui sont liés à différents facteurs, qui sont liés à l'épuisement du soignant suite à certains faits, en particulier le Covid, mais il y aurait d'autres faits, qui sont liés aussi à un manque de ressources financières qui entraîne un manque de ressources humaines. Voilà, c'est présent dans toutes les démocraties occidentales. Mais il y a aussi un autre contexte qui, lui, n'est pas négatif, mais qui, lui, est positif, entre guillemets, ou en tout cas, qui a une positivité, qui est celui de l'émergence des maladies chroniques. Parce que, en fait, le soin tel qu'on l'avait pensé, comme le disait Nicolas Castaldi, comme une rencontre ponctuelle où, effectivement, on a un soignant qui intervient, qui a tout le pouvoir, qui a tout le savoir et qui donc a tout le pouvoir, toutes les capacités, et qui va, en fait, être face à un patient qui est un réceptacle auquel il va délivrer un remède qui va faire disparaître la maladie aiguë. Ça, c'est plus possible, en fait, de penser le soin dans ces cadres-là et dans cette temporalité-là. Parce qu'aujourd'hui, face aux maladies chroniques, donc les maladies chroniques qui sont le diabète, qui sont l'obésité et toutes ces pathologies croisées, qui sont les maladies cardiovasculaires, qui sont aussi des maladies auto-immunes, qui sont des cancers, quand ce sont des cancers qui s'inscrivent effectivement dans le risque d'une rechute. En fait, on voit bien que ces maladies chroniques, on ne peut pas avoir un soignant qui agit à un temps T, qui fait disparaître la maladie, c'est pas possible. Et on ne peut pas avoir un patient qui est passif, au sens étymologique du terme, qui est pur réceptacle. Et ce qui a fait évoluer cette relation médecin-patient, ce qui a fait évoluer cette manière de penser le soin, en fait, ce sont... Parce qu'effectivement, ce qui a fait changer, ça c'est un autre terme sur lequel je ne vais pas m'étendre, mais on a une révolution du soin qui est en cours depuis le début du XXe siècle, où de plus en plus le patient prend du pouvoir, le médecin sort d'un modèle paternaliste, on élargit ce qui peut soigner en n'ayant plus un modèle qui est centré autour du médecin. Et en fait, ce qui a fait évoluer les choses, ce ne sont pas la volonté des médecins qui un jour se sont dit on va donner plus de pouvoir aux patients. Ce qui a fait évoluer les choses, ce sont des innovations technologiques et médicales. Et en particulier, la découverte de l'insuline et la possibilité de mesurer le taux de glucose dans le sang. Alors c'est peut-être une vision pessimiste de l'évolution des choses, mais en tout cas, moi, je pense que c'est une vision qui est étayée, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, les patients diabétiques, avant, on ne pouvait rien faire pour eux. Mais un jour, on s'est rendu compte qu'on pouvait mesurer leur taux de glucose, et que par ailleurs, on pouvait administrer quelque chose à ces patients, qui était de l'insuline, pour les patients diabétiques de type 1, réceptifs à l'insuline. Et que cette insuline, elle pouvait agir sur leur taux de glucose et sur leur diabète. Mais évidemment, on ne pouvait plus être dans un modèle où on allait avoir un médecin derrière chaque patient, qui allait faire changer les choses et qui allait dire aux patients à chaque moment, voilà, il est temps de te faire une mesure de glucose, de glycémie, et il est temps de te donner de l'insuline. Ce qui a fait changer les choses, en fait, c'est en fait qu'on a été obligé de changer les choses. Et que les médecins ont été obligés de dire, oui, on va devoir donner du pouvoir aux patients. Donc on a mis en place ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique du patient. Et donc au début, les patients étaient avec des choses qui étaient un peu compliquées, qui étaient des capteurs de mesure de glycémie au bout du doigt, noter la glycémie dans des cahiers, avoir pas forcément bien comprendre combien ils devaient s'injecter d'insuline. Mais petit à petit, ils ont pris de plus en plus de pouvoir. Et les objets connectés de santé, ils s'inscrivent dans le prolongement de ces premiers objets un peu de briques et de broc, au départ une aiguille, un petit carnet, de ces premiers objets qui petit à petit ont fait transférer du pouvoir et du savoir du côté du patient. Et aujourd'hui, pour prendre un exemple d'objet connecté, on a le capteur de glycémie interstitielle qui a été... donc ce sont des capteurs qu'on pose sur la peau pendant 14 jours et qui va mesurer la glycémie dans le liquide entre les cellules.
Et donc ça veut dire que le patient, il n'a plus besoin de se piquer le bout des doigts. Et par ailleurs, on a le pendant de ces capteurs, qui est la pompe à insuline, qui va injecter de l'insuline selon un rythme qui va pouvoir, en tout cas, demander moins d'efforts et moins de réflexion aux patients. Et donc, moi, ma deuxième casquette, en fait, c'est d'être philosophe en entreprise, mais aussi de proposer des consultations philosophiques où j'accompagne essentiellement des patients qui souffrent de maladies chroniques. Parce que la grande question de ces patients, c'est comment continuer à vivre quand cette maladie, en fait, me coupe de tout ce qui faisait mon quotidien avant. Et je me suis rendu compte auprès de ces patients, et ce sera mon dernier mot, que ces objets, en eux-mêmes, quand je disais tout à l'heure que j'ai commencé à m'intéresser aux objets parce que certains patients me disaient « mais cet objet, voilà, je lui donne un nom, cet objet c'est mon compagnon, cet objet me rassure », en fait on se rend compte aujourd'hui que cet objet, ce capteur de glycémie interstitielle, cette innovation technologique à elle seule, sans le renfort d'aucune présence humaine, à elle seule, en fait, elle va avoir un effet sur le patient. Et cet effet, ça va être celui de lui ouvrir à nouveau une marge de liberté et surtout de lui diminuer ce qui est énorme dans le cas de la maladie chronique et ce qu'il faut soigner, ce qu'il faut accompagner, ce qu'on appelle aujourd'hui, de façon peut-être pas suffisamment scientifique, la charge mentale, parce que dans la maladie chronique, il y a une charge mentale qui est énorme, c'est-à-dire qu'il faut penser à tout moment à sa maladie et à ce qu'on peut faire ou ne pas faire en fonction de cette maladie. Et par exemple, ce capteur de glycémie, c'est quelque chose qui va faire que je ne suis pas obligée de m'arrêter 3 à 4 fois par jour pour mesurer ma glycémie ou pour me réfléchir au taux d'insuline que je vais devoir m'injecter. Donc voilà, il y aura encore beaucoup à dire, mais c'était peut-être des points pour nourrir le débat ensuite avec vous. Merci beaucoup Mathilde. Je vais faire comme les animateurs de table ronde habituellement, je vais relever des mots-clés, ce que je n'ai jamais fait. Tu as parlé de la panique morale que peuvent inspirer ces objets, évidemment en la mettant en cause. Tu as envisagé l'hypothèse que ces objets pouvaient renforcer la puissance du geste humain, bien loin d'être des objets qui nous éloignaient du soin. Donc tu as mis aussi en question cette idée-là. Tu as dit qu'ils ouvraient également une marge de liberté. Et en ce sens, tu as aussi prolongé les réflexions de Nicolas Castaldi. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Philippe Raveau. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Donc moi, effectivement, je ne suis pas philosophe, je suis médecin et spécialiste en épidémiologie et je m'intéresse surtout aux maladies chroniques. Donc effectivement, l'objet connecté, actuellement, il est en train de transformer de manière assez profonde le soin. Et on doit réinventer un nouveau modèle de soin à l'heure du digital, de l'intelligence artificielle, etc. Et bien sûr, tout mon discours, c'est de dire que, en fait, au-delà de l'utilisation de ces technologies, le modèle de soins, il doit être réinventé en prenant en compte les besoins et les attentes des malades, bien sûr, mais aussi les besoins et les attentes du système de soins, et que c'est un challenge absolument considérable. Donc quelques exemples pour ça, pour vous montrer à quel point ça peut modifier de manière profonde la nature des soins, l'organisation des soins et même la relation aux soins. Et je pense que ça modifie aussi les relations entre soignants, les relations entre malades et soignants, enfin, etc. Par exemple, pour les maladies chroniques, typiquement, les maladies chroniques sont suivies le plus souvent dans le cadre de consultations, par exemple de consultations hospitalières. Et ces consultations sont finalement des temps dédiés où le médecin se consacre entièrement aux malades pendant une durée relativement brève. Ça va être quelques dizaines de minutes, par exemple, typiquement. Ces consultations ont lieu à intervalles réguliers, en général prévus à l'avance. Par exemple, on prévoit d'une fois sur l'autre une consultation, 3 mois plus tard, etc. Et c'est comme ça qu'est organisé le soin des malades chroniques le plus souvent. Hors de ces consultations, il est extrêmement difficile pour le malade,
si son état change ou s'il a des questions à poser, etc., d'avoir à nouveau un contact avec le médecin, parce qu'en fait, le système protège le médecin qui autrement serait submergé de demandes. Donc en fait, quand le malade chronique, entre deux consultations, va moins bien, eh bien c'est un peu à lui de décider si il va essayer d'avoir une consultation plus rapide, avec bien sûr de grandes difficultés pour obtenir ces consultations, s'il va tellement mal qu'il a besoin d'aller aux urgences, ou s'il attend la consultation à la date prévue. Et en fait, toute l'ambition qu'il y a avec les nouveaux objets connectés, c'est de rentrer dans un autre système où, au contraire, on a une relation beaucoup plus permanente entre le malade et les soignants. Une relation beaucoup plus permanente où, si l'état du malade se dégrade, le médecin peut en être informé. Si on a envie de modifier la date de consultation, eh bien, on a des informations pour le faire, etc., etc. Et l'enjeu majeur pour les malades chroniques, c'est ça. Et aujourd'hui, on a des éléments pour penser que ça améliore considérablement le soin de pouvoir faire ça. Deux exemples de nature extrêmement différente. Premièrement, ce qui a été fait en Tanzanie, je crois, pour les malades atteints de VIH, de VIH, donc qui était suivi et qui recevaient chaque semaine un petit message sur leur téléphone portable ou sur le téléphone portable de quelqu'un qui était un de leurs proches, parce qu'ils n'avaient pas tous de téléphone portable. Donc message en swahili en leur demandant comment ça va. Et s'ils répondaient ça va, ça s'arrêtait là. S'ils ne répondaient pas ça va, à ce moment-là, on envoyait sur le terrain une infirmière pour essayer de les trouver et voir, essayer de comprendre, etc. Et bien, une intervention de ce type, ça améliore la mortalité des malades atteints de VIH. On a exactement le même exemple pour le cancer du poumon, mais cette fois-ci en France ou aux États-Unis, parce qu'on a plusieurs essais dans ce sens, où on a rajouté dans le suivi des malades atteints de cancer du poumon après la fin de leur chimiothérapie, des séries de petites questions auxquelles ils devaient répondre chaque semaine, en leur demandant, par exemple, est-ce que vous avez de la fièvre, est-ce que vous toussez, est-ce que vous êtes fatigué, enfin, etc. 10 questions de ce type. Et un tel petit questionnaire qui va modifier la date à laquelle on revoit le patient, qui, au lieu d'être revu 6 mois plus tard pour faire son bilan habituel avec une IRM, un scanner, etc., etc., va être revu dès qu'on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont anormaux qui apparaissent dans ces questionnaires. Eh bien ça modifie la survie des malades atteints de cancer du poumon et ça la modifie de manière plus importante que certaines chimiothérapies. Donc, on est aujourd'hui à un stade où, en fait, la question qui se pose pour tous ces malades chroniques, c'est comment on peut repenser le soin à l'heure du numérique et en changeant une relation qui finalement était une relation extrêmement discontinue en une relation beaucoup plus continue avec le patient. Donc ça, c'est une première chose qui change pour les malades chroniques. La deuxième chose qui change pour les malades chroniques, c'est aussi le caractère de vision beaucoup plus préventive de cela. C'est-à-dire que, par exemple, pour beaucoup de malades chroniques, finalement, on fonctionne avec soit le malade, si le malade s'aggrave, rechute, eh bien on ne le saura qu'à la consultation suivante. Et donc on va retarder le moment où on sait que le malade rechute, sauf s'il a une rechute tellement sévère qu'il va aller aux urgences. Et ça, c'est aussi quelque chose vraiment très différent, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus dans une vision préventive du soin que dans une vision curative qui est la vision actuelle. La troisième chose qui change pour les malades chroniques, c'est effectivement aussi le fait de pouvoir tenter de changer des comportements. Changer des comportements qu'on est incapable de changer à l'échelle, parce qu'on est capable, enfin, voilà, si vous mettez un coach sportif derrière chaque individu, par exemple derrière Nicolas, il va atteindre ses 10 000 pas probablement, mais ça c'est impossible de le faire à l'échelle. Il y a 20 millions de malades chroniques en France, plus, et en fait
l'histoire des 10 000 pas, ça concerne les 20 millions de malades chroniques plus tous les autres personnes. Donc voilà, donc c'est infaisable à l'échelle avec des moyens humains. Et donc on est en train de réfléchir comment on va utiliser ces moyens pour aider à modifier les comportements. C'est ce que, par exemple, certains collègues à Stanford appellent la persuasive technologie. Comment on va utiliser la technologie, et en particulier un certain nombre d'outils connectés, pour changer les comportements humains qui sont l'énorme problème auquel on va faire face dans le domaine de l'explosion actuelle des maladies chroniques. Donc changer les comportements qui sont augmenter l'activité physique, limiter la sédentarité, améliorer les comportements alimentaires, arrêter le tabac, enfin, etc., etc. Voilà. Et alors, ce qui se dit dans ce domaine, c'est par exemple qu'il était extrêmement naïf, finalement, d'imaginer que d'avoir quelques consultations de durée brève, en général 10 minutes avec un médecin, ça va permettre de modifier les comportements, alors que le malade, il est 3500 heures par an, seul, face à ses propres comportements, quoi. Donc voilà, une fois de plus, la permanence de la relation pourrait permettre de changer les choses. Alors, ça change au-delà de ça aussi les limites géographiques de l'endroit où on va faire le soin. Par exemple, on essaye de plus en plus, finalement, de ne plus faire les soins à l'hôpital, mais au domicile des gens. C'est ce qui a été dit par Nicolas, par exemple, pour Covidom, pour le Covid, mais c'est aussi ce qui se passe, par exemple, aujourd'hui pour les bébés prématurés. Avant, un bébé prématuré ou très prématuré, ça restait plusieurs mois dans un hôpital. Aujourd'hui, avec les objets connectés, l'idée, c'est que rapidement, ces bébés peuvent rentrer chez leurs parents. Et il fallait voir ce que c'était qu'un bébé prématuré à l'hôpital, c'est-à-dire que les parents devaient venir coucher à l'hôpital, enfin, etc., etc. C'était vraiment quelque chose, une épreuve, quoi, pour les parents. Et là, l'idée, c'est finalement que assez rapidement, les bébés peuvent rentrer chez leurs parents et qu'on a des capteurs qui permettent d'avoir toutes les informations à l'hôpital et de continuer à les suivre comme s'ils étaient à l'hôpital, avec, bien sûr, des visites chaque jour, des prises de décision à distance, etc., etc., et éventuellement des envois d'infirmières pour contrôler un certain nombre de choses, et éventuellement de médecins. Mais voilà, ça change profondément le soin pour ça. Voilà. Un tout petit point sur lequel je voulais insister aussi, c'est que la relation des malades à ces objets, elle est extrêmement variable en fonction de beaucoup de paramètres. Elle est extrêmement variable d'abord en fonction de la gravité de leur maladie, du stade de leur maladie, enfin de choses comme ça, quoi. Par exemple, le caractère intrusif ou non d'un suivi de ce type n'est pas le même si vous êtes un sujet qui va bien et si vous êtes un sujet qui a une maladie qui va mal. Dans le cas du sujet qui a une maladie qui va mal, lui, il trouve ça extrêmement rassurant de porter un objet connecté. Parce que, effectivement, il se dit, des informations sont éventuellement transmises à mon médecin, je suis surveillé en permanence, il y a plein d'avantages. Alors que si vous êtes un sujet sain, vous considérez effectivement que c'est une sorte de flicage. Donc c'est vraiment extrêmement différent d'un patient à l'autre. Et donc se posent, à mon avis, beaucoup de questions en termes de personnalisation, etc., etc. C'est-à-dire qu'on voit bien aussi qu'il y a des différences considérables d'une personne à l'autre dans l'appétence vis-à-vis de ces objets ou au contraire le refus de tels objets. Alors nous, on s'intéresse par exemple à des paramètres qui sont pour essayer de personnaliser tous ces suivis, qu'on a appelés personnomiques. C'est-à-dire qu'on en avait tellement marre d'entendre parler toute la journée de génomique, protéomique, etc. On s'est dit qu'il fallait aussi d'autres mots comme la personnomique pour caractériser les paramètres qui influaient le suivi l'influence sur le suivi du traitement ou sur l'efficacité d'un traitement. Et à l'évidence, il y a un certain nombre de paramètres des patients qui vont influer. Donc on s'intéresse à des marqueurs de ce type qui peuvent être extrêmement variés, qui sont soit liés à l'individu lui-même, soit liés à son environnement.
et qui sont voilà, des marqueurs qui nous semblent importants. Voilà. Et puis simplement pour conclure, vraiment, je suis très très persuadé qu'en fait, aujourd'hui, on utilise beaucoup trop ces outils connectés en pensant simplement à leur usage et non pas en partant à l'inverse de voilà quel problème on a à résoudre, voilà quels sont les besoins des patients, quelles sont les attentes des patients, quels sont aussi les besoins du système de santé et qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent ou de mieux avec ces objets connectés. Et je pense qu'il faut vraiment penser comme ça plutôt qu'à simplement avoir une vision technologique en disant ben voilà, j'ai un outil qui est capable de faire ça, génial, je vais l'utiliser, quoi. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Raveau. Merci beaucoup à nos trois intervenants. J'ai l'impression que tous les trois, vous avez abordé le fait que les objets connectés donnent une relation aux soins dont la temporalité peut changer, c'est-à-dire qu'elle change de quelque chose qui est un peu aigu, de 10 minutes régulièrement enfin plus ou moins régulièrement avec un spécialiste, à quelque chose qui est beaucoup plus diffus. Nicolas, tu disais presque dilaté. Et est-ce que ce rapport au temps, une petite digression avant, mais je trouve que quand on se pose des questions sur le côté innovation et le rapport à la technologie, notamment numérique en santé, je trouve qu'on est souvent un peu aveuglé par quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation, comme si tout était absolument radicalement nouveau et radicalement différent de ce qu'on connaît, alors que je trouve que plutôt au contraire, l'avantage de se poser des questions sur ces mutations, c'est en fait de voir aussi à quoi on est attaché. Et ça, qui est quelque chose qui est en général beaucoup plus profond et beaucoup plus ancien du domaine de la rencontre, du domaine de l'angoisse, du domaine de la confiance, que purement quelque chose qui est un petit peu de la nouveauté, même si elle impacte quand même énormément les pratiques. Est-ce que finalement, ce nouveau rapport au temps ne brouille pas encore plus les limites dont tu parlais, Nicolas, entre la santé et le bien-être, et qu'en fait, ces limites sont peut-être un peu en train d'exploser, parce que là, on a beaucoup parlé de maladies chroniques, mais si jamais on pense au préventif hors situation pathologique, on peut imaginer que, en fait, il n'y aurait plus vraiment de distinction entre prendre soin de sa santé avant que quelque chose n'arrive, des questions de promotion de la santé et de bien-être, et du curatif ou du préventif dans le cas d'une maladie chronique. Je donnerai la parole à Mathilde après, mais je pense que ce que tu dis est vrai. Je pense que la limite de ce raisonnement-là, d'ailleurs Philippe l'a esquissé en distinguant les deux situations, celle de, on va faire un peu de knock, celle du bien portant, et puis celle du malade. Je pense que la différence absolument fondamentale, elle est que cette relation au temps, elle ne peut pas, ou en tout cas elle n'est pas la même pour le bien portant que pour le malade. Et je pense que dans ce qu'on décrit là, dans la relation de soins, le sujet central, c'est que c'est une relation dont le fait générateur est qu'une personne vient demander le secours ou l'appui ou l'accompagnement d'une autre pour prendre soin d'elle-même, ce qui est par ailleurs une situation assez singulière dans la vie collective et la vie individuelle. Et c'est des moments qui sont, ce mouvement-là, il exprime quelque chose qui est aussi lié à celui du vécu de la maladie, qui est une fragilité, qui est une difficulté objective du fait d'être malade, qui est y compris une perturbation des repères spatio-temporels, de la relation à soi, de la vision de l'avenir, sans faire du pathos, mais c'est un bouleversement profond, et dans lequel on a besoin, on ne peut pas faire autre chose que s'en remettre à quelque chose d'autre que soi-même. Parce que sinon, voilà. Et dans cette relation-là, l'objet connecté, en tout cas les dispositifs de soins, quels qu'ils soient, ils viennent s'insérer là-dedans et ils viennent recréer une manière de s'appuyer, de recréer un minimum d'ordre, de monde autour de soi. Donc c'est vraiment quelque chose qui me paraît de nature très différente de l'autre exercice, qui est l'exercice de je suis bien portant, et si je veux le rester, il y a un certain nombre de choses à faire.
dans lequel l'horizon est indéterminé, dans lequel vous êtes en fait dans une relation à vous-même qui est plus théorique, et où là, le statut de l'artefact est un peu différent. Mais je distinguerai un peu les deux. Et si je prolonge juste 2 secondes ça, à l'arrière-plan d'une des choses qu'on a discutées, y compris, si mes souvenirs sont bons d'ailleurs, c'est le début des travaux de Ruvennogien, mais côté au fond de la prévention, une des questions permanentes, qui est une question philosophique bien connue d'ailleurs, c'est celle de savoir pourquoi les gens font des choses dont ils savent pertinemment qu'elles vont leur faire du mal. Qui est une question suffisamment ancienne pour qu'on ait un axiome latin pour la formuler, qui est meliora videor proboque, sed deteriora sequor. Je vois le bien et je l'approuve, mais je fais le mal. Qui est un vieux paradoxe de philosophie depuis à peu près 2500 ans, et qui est pourquoi fait-on des choses dont on sait qu'in fine, elles vont nous nuire? Ce qui est une question qui se ramène à la question dite de la faiblesse de la volonté, et si mes souvenirs sont bons, la thèse de Ruvennogien était une clause d'Aristote sur le sujet. Et d'ailleurs, à la fin, il concluait qu'en fait, il n'y avait pas de volonté, mais qu'on jouait à la volonté. Donc ça c'est un univers. C'est pas du tout l'univers de la prise en charge du patient effectivement malade pour moi. On est sur autre chose. Et c'est là où la santé et le bien-être ne sont pas du même ordre, etc. etc. Philippe. Oui, alors un tout petit bémol sur... Je voulais rebondir, mais allez-y. Pardon. Non, un tout petit bémol, je voulais simplement rebondir sur ce qu'avait dit Nicolas. Un tout petit bémol là-dessus, c'est l'explosion de la multimorbidité. C'est-à-dire que quand on est malade, qu'on a une première maladie chronique, il y a un enjeu absolument majeur à prévenir les maladies chroniques suivantes. Par exemple, un diabétique a, s'il a plus de 65 ans, 6,5 maladies en moyenne. Un diabétique, s'il a moins de 65 ans, a 3,6 maladies en moyenne. Donc en fait, l'énorme enjeu des maladies chroniques, au-delà de la première maladie qu'ils ont, c'est la survenue des autres maladies chroniques. Et on pense que la très grande majorité des malades chroniques deviendra multimorbide, c'est-à-dire on aura plusieurs maladies chroniques. Du coup, ça me permet de rebondir aussi sur ce que vous avez dit. Je pense qu'effectivement, il y a une question de la temporalité dans le soin qui était déjà présente, mais qui n'était pas visible. Et je pense que la question de la temporalité dans la maladie chronique, elle est double, parce que d'abord, c'est une temporalité qui est longue, et en plus, c'est une temporalité qui est ouverte, dans la mesure où elle n'est pas fermée par le moment de la guérison. Qui n'est dans la maladie chronique, en fait, ce qu'on peut penser, c'est la stabilisation, comme on stabilise un diabète, voilà, la rémission d'un cancer, mais avec effectivement l'inquiétude qui reste toujours que le cancer, on peut probabiliser le fait que le cancer ne revienne pas, mais il y a une inquiétude qui demeure. Donc il y a cette temporalité qui est à la fois longue et ouverte. Qui fait que les choses sont différentes et effectivement on ne peut pas passer par l'ancien modèle du soin. Et je pense que ce qui est différent, c'est pas simplement de dire ça va être un soin plus continu, mais ça va surtout être un soin qui va avoir beaucoup plus d'auto-soin. Parce qu'en fait l'auto-soin, le soin de soi à soi, il a toujours été présent dans le soin. Parce qu'en fait si votre médecin... le geste, par exemple, de téléphoner à son médecin, c'est un geste de soin par rapport à soi-même. Tiens, je me sens pas bien, je téléphone. C'est un premier geste de soin par rapport à soi. La demande de soin, c'est déjà du soin. Après, mon médecin va me prescrire quelque chose. Le fait de prendre ce qu'il m'a dit, comme il me l'a dit, à l'horaire où il me l'a dit, ça, c'est aussi de l'auto-soin. Donc, l'auto-soin a toujours été présent dans le soin. Mais là, dans la maladie chronique, l'auto-soin, il prend une autre dimension. D'abord parce qu'il est quantitativement, il est plus présent, parce que c'est évident que, comme on disait, on ne peut pas mettre un coach derrière chacun pour qu'il change ses habitudes de vie, parce que c'est l'enjeu pour pouvoir équilibrer une maladie chronique, en prévenir les complications ou en prévenir l'apparition. Il faut travailler sur des habitudes de vie. On a dit effectivement, le triptyque, c'est avant tout le stress, le sommeil, l'alimentation et le surpoids qui y sont liés. Après, il y a d'autres éléments, le tabagisme évidemment, mais il y a une étude qui vient de ressortir sur ce sujet. Mais donc du coup, en fait, on se retrouve avec ce besoin de modifier des comportements. Et donc du coup, en fait, ça peut apparaître comme quelque chose qui est de l'ordre du négatif. Voilà, il va falloir modifier. Mais en fait, je pense que là où la façon de penser le modèle de soins et là où la façon de penser la maladie chronique,
c'est de... Moi j'aime bien le penser sous le prisme de la connexion à soi. C'est-à-dire que de dire aux personnes que de même qu'on avait des préjugés, des opinions, des pensées qui n'étaient pas vraiment les nôtres, on avait aussi des habitudes de vie qui s'étaient mises en place parce que finalement elles étaient influencées par la société, elles étaient influencées par une organisation sociale, une organisation du travail, une organisation de la ville où on prenait sa voiture, on était très sédentaire. Et donc le moment de la maladie chronique, c'est aussi une expérience philosophique où moi ce que je dis aux personnes que j'accompagne en consultation philosophique, je leur dis là en fait la maladie chronique c'est un moment où vous dites qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez faire. Et je pense que c'est là où je disais que en fait l'enjeu dans une maladie chronique c'est de retrouver une marge de liberté, mais en fait prendre le temps long, non seulement de penser, mais aussi le temps long en fait de changer, et en se reconnectant à soi et en se reconnectant à ce qu'on veut. Voilà ce qu'on peut dire sur l'auto-soin et la temporalité. Oui, merci beaucoup. Avant de laisser peut-être des questions dans la salle, je voudrais vous poser aussi une question. Compte tenu de ce que vous avez dit tous les deux, Nicolas Castoldi, Mathilde Chevalier-Pruvot, sur vraiment la façon dont ces objets s'inscrivent en nous, sont un prolongement de nous-mêmes, à quel point nous y sommes attachés, à quel point donc ils peuvent devenir constitutifs de notre identité presque. Peut-être que je vais trop loin, mais si j'essaye de résumer, c'est cela. Compte tenu de ce que disait Philippe Raveau sur les avantages en matière de santé publique et en matière d'économie, par conséquent, de ces objets, est-ce qu'on peut penser que le droit de ne pas les utiliser puisse être encore totalement garanti, c'est-à-dire dans quelle mesure il n'y aura pas à l'égard de ces objets effectivement un enjeu de surveillance, un enjeu de prescription, d'injonction. Est-ce qu'il faut l'accepter? Est-ce qu'il faut le refuser? Bon, c'est un thème de la série Black Mirror que je trouve pas complètement infondé, hein, qui est vraiment des objets auxquels on se retrouve irrémédiablement attaché, sans quoi, en s'en détachant, on devient marginalisé dans la société. Voilà. Donc, est-ce que pour vous c'est de la panique morale, le tableau que je dresse, ou est-ce que quand même il faut se saisir de cette inquiétude et y apporter des réponses? En fait, je pense que il y a une continuité aussi dans l'objet connecté, c'est la question de l'encadrement du soin. Parce que comme le disait Nicolas Castoldi, la relation de soin, c'est une relation qui est asymétrique, puisqu'on a d'un côté quelqu'un qui a une blessure, une vulnérabilité, et de l'autre côté quelqu'un ou quelque chose qui peut lui apporter une réparation. Donc la relation de soin, elle est asymétrique, et de ce fait, il a toujours fallu un encadrement, et la première forme d'encadrement, c'est le serment d'Hippocrate. C'est d'abord ne pas nuire. Donc effectivement, je pense que avant même de cette question de peut-on ne pas les utiliser, je pense qu'il y a une première question qu'il faut se poser et qu'on ne se pose pas assez, c'est comment devons-nous les utiliser? Parce qu'aujourd'hui, on les utilise, mais d'une certaine manière, en fait, c'est l'objet connecté. Enfin, il y a eu une forme, d'ergonomie de l'objet qui d'une certaine manière, a entraîné des formes d'utilisation. Et donc la première chose dont il faut se saisir, et c'est pas de la panique morale, c'est toujours dans la question d'encadrement du soin. Alors on commence, il y a des marquages d'objets connectés, des marquages CE, des marquages de la FDA aux États-Unis qui reconnaissent les objets connectés comme des dispositifs médicaux. Et pour ça, il y a énormément d'étapes pour justement, et c'est par exemple dans l'entreprise dans laquelle je travaille, l'objectif c'est, il y a la dimension effectivement de respect d'un certain nombre de critères scientifiques. Et je pense qu'il faut, le pendant de cet encadrement scientifique, c'est un encadrement éthique où il faudrait, dans les réglementations, avoir un certain nombre de critères. Moi, je pense à des éléments pour citer des éléments de ces objets connectés qui pourraient poser problème. La première chose, c'est d'abord c'est qu'on fait de l'annonce dans les objets connectés, puisque parfois on annonce, par exemple chez Wissings, on a la possibilité de détecter une pathologie cardiaque, la fibrillation auriculaire, et donc on dit aux patients, voilà, vous souffrez, il y a un risque, parce qu'on ne peut pas
n'étant pas soignant, on ne peut pas dire vous souffrez, mais il y a un risque que vous souffriez de ça. Et moi, mon travail chez WeThink, c'est de leur dire attention, là, vous êtes en train de faire de l'annonce. Donc, il faut penser ça. Il y a aussi la question de d'abord ne pas nuire, c'est aussi ne pas surutiliser la pathologie. C'est-à-dire, est-ce qu'on a besoin, quand on est un jeune de 20 ans sans facteur de risque, est-ce qu'on a besoin de porter une montre qui nous fait un ECG plusieurs fois par jour? Est-ce qu'on a besoin d'avoir une montre qui calcule notre hypertension? Donc, les, entre guillemets, marchands d'objets connectés, ils devraient avoir un encadrement qui font que, ils devraient préciser à qui s'adresse précisément ce genre de produit, quelle est leur valeur ajoutée, pour quel type de public. Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses qu'il faudrait effectivement encadrer, qu'il faudrait effectivement penser. Et cet encadrement pourrait aussi éclairer, parce qu'on est toujours dans la question du choix éclairé en éthique, le choix d'un individu libre d'utiliser ou non ces objets, mais il faudrait que ce soit fondé sur de la pensée et que ce soit éclairé par une pensée philosophique et éthique, et pas être un refus comme le refus des antivax, par exemple, qui soit fondé uniquement sur de la peur ou une forme de panique. Voilà. Je vais dire un mot aussi. Nous, notre vision médicale, elle est assez différente en général. C'est-à-dire que nous, on se base beaucoup plus sur des rapports bénéfices-risques. Et moi, je déteste ne parler que de risque sans mettre en regard le bénéfice, quoi. Et donc ça, c'est un sujet absolument majeur. Par exemple, on parle toujours des risques pour les données, du fait de partager les données. Mais les risques de ne pas partager les données, ils sont absolument colossaux et personne n'en parle. Dans une émission de variété des années 80. Là. Non, mais, sans redire ce qui vient d'être dit, mais je trouve qu'il y a... Enfin, je comprends la question. Je pense que il y a vraiment deux types de questions très différentes. Il y en a une qui est quand on prend en charge un patient effectivement malade, qui a un certain nombre d'enjeux directs et immédiats associés au fait de se soigner, d'être soigné. Le patient a toujours la liberté de ne pas prendre le traitement. Et par ailleurs, c'est important de lui garantir. Mais on voit bien que c'est pas une question déterminante, si je peux me permettre. C'est ce que disait d'ailleurs Philippe en un sens tout à l'heure. C'est vous avez une pathologie cardiaque constituée, vous avez une montre qui vous fait des ECG régulièrement. Je pense que globalement, le vrai sujet derrière, et ça, c'est ce que les patients disent en permanence et qui est fondamental pour eux, c'est qu'ils puissent garder la liberté de ne pas manifester au monde extérieur qu'ils sont malades. Cette information-là, ils souhaitent la contrôler, ce qui est normal. Et donc ça, c'est une question. Le fait de dire, est-ce que tu peux refuser la montre connectée, c'est un peu du même ordre que de dire, est-ce que tu peux refuser de prendre ton médicament? La réponse est oui. Est-ce que la question est intéressante? Je ne suis pas sûr. En revanche, l'autre question, c'est celle qu'on évoquait, c'est... elle nous ramène vers les questions de prévention, elle est être capable de... Qu'est-ce que ça change à un outil connecté? Ça change le fait qu'on est capable, le cas échéant, de dire, de documenter le fait qu'on a eu un comportement à risque ou une absence de comportement à bénéfice durablement. Et donc ça peut permettre de caractériser le fait que ton comportement individuel est sans doute en partie à l'origine d'une situation pathologique finale. Par ailleurs, sous le contrôle de Philippe, qui répondrait mieux que moi, je ne suis pas sûr que ça épuise le débat et que la détermination soit absolue. Mais le vrai sujet derrière, il est éventuellement celui de la responsabilisation des bien portants sur le fait que, d'une manière ou d'autre, ils auraient contribué à leur maladie. Je pense que cette question-là, on peut éventuellement la travailler ou l'identifier. Je pense qu'elle est...
elle est plus problématique. Elle nous ramène d'ailleurs à la question de savoir ce qu'il en est de la responsabilité des fumeurs dans le fait qu'ils aient un cancer du poumon, etc., etc. Donc c'est des questions qu'on repère. Je ne sais pas dire, et ça m'intéresser à votre sentiment là-dessus, Philippe, jusqu'à quel point pour vous, dans un univers où demain on saurait que, prenons quelqu'un comme moi, que l'activité physique n'a pas été optimale, que l'alimentation n'est manifestement pas non plus, que le sommeil n'est pas génial non plus. Moi, j'ai arrêté la cigarette, moi je mange des nicorettes. Bon bref, jusqu'à quel point, sur un plan purement épidémio, on pourrait juste se dire, ce faisant, on a une vision assez claire de la responsabilité qui est la mienne dans la dégradation future de mon état de santé. Juste déjà, sur le pur plan intellectuel, je sais que cette question soit d'ailleurs intelligente, ce qui n'est pas sûr, mais jusqu'à quel point on pourrait se dire que l'horizon de tout ça, ça serait être capable de quantifier ou d'identifier une responsabilité prépondérante dans son état de santé futur. J'ai pas de micro filaire, mais... La réponse est oui à l'échelon collectif, non à l'échelon individuel. Oui, c'est là aussi que je pense, parce que c'est effectivement quelque chose qui est important. Déjà, la question des données personnelles, il y a une question qui est importante aussi, je voulais rebondir là-dessus, c'est l'apport des objets connectés dans la recherche, parce qu'ils donnent accès à un certain type de données qui sont des données en vie réelle, en continu. Et donc ça, effectivement, pour la recherche, c'est quelque chose qui est important. Après, sur la question de la responsabilité du patient, je pense qu'il y a quelque chose qu'on rappelle toujours en philosophie, c'est que pour qu'il y ait liberté, il faut qu'il y ait possibilité de choisir, en fait, et il faut que cette possibilité de choisir, elle soit éclairée. Et donc effectivement, on peut pas penser effectivement la liberté sans penser son inscription dans un système qui va justement permettre, en particulier dans une société, dans une éducation qui va permettre ou non à la personne de prendre conscience du champ des possibles et aussi des effets de ses actions. Donc c'est toute la question c'est toute la question de savoir qu'il y a effectivement peut-être une responsabilité de mécanique, mais est-ce que cette responsabilité, elle peut être considérée comme une responsabilité presque morale et est-ce qu'il y a une responsabilité morale de soi à soi? C'était aussi une grande question de Ruvenogien. Est-ce qu'il y a une faute qui peut être reconnue? Et derrière, il y a toute la question des assurances, etc., parce que c'est ça aussi les craintes des patients. Mais à finalement être à l'origine de sa maladie, je pense qu'effectivement, on peut pas penser la liberté sans une inscription sociétale qui lui aura permis justement de s'éveiller, de prendre conscience d'un certain nombre d'éléments en termes de connaissances. Et après, il y a aussi le vrai problème, c'est le problème de l'acrasie, de la faiblesse de la volonté. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Et ça aussi, il faut... c'est un problème philosophique qui revient sur le devant de la scène avec les maladies chroniques. C'est le thème principal en éducation thérapeutique du patient. La question de la motivation, c'est la question principale avec toutes sortes de théories qui sont proposées. Effectivement, je pense que, étant donné la faiblesse de la volonté, étant donné l'inscription dans une société qui jusqu'à présent n'a pas énormément insisté sur les conséquences des actes, parce qu'après on peut élargir aussi aux conséquences, par exemple moi je vois par exemple, on parlait tout à l'heure des bébés prématurés, on parle des enfants diabétiques, il y a des études qui commencent à dire la façon dont la mère s'est nourrie pendant la grossesse, la flore intestinale de la mère pendant la grossesse peut être à l'origine d'un diabète. Donc on voit finalement la chaîne des causes et des responsabilités. Est-ce que le parent est responsable du diabète de son enfant, au-delà du fait de lui donner un accès illimité aux sucreries? En fait, on n'en finit jamais. Et je pense que ce qui permet d'arrêter ça, c'est l'inscription dans une société et aussi la prise en compte en fait, des leviers de la volonté humaine qui sont quand même extrêmement complexes. Juste là-dessus, je voudrais finir pour rebondir sur ça, mais effectivement, la question de l'acrasie, la question de la boulie sont des questions récurrentes qui reviennent de la philosophie. Tu as évoqué la perspective d'un objet connecté qui était la figure d'un contrôle extérieur, d'une pression sociale.
Moi, je voudrais juste évoquer un autre exemple, une autre manière de le voir, mais qui est pour le coup évoqué par John Elster, qui est dans son bouquin Ulysse et les sirènes. Donc, il y a juste cette idée de comment tu ancres une volonté face à une faiblesse. Voilà. Et l'exemple prototypique étant Ulysse se faisant ligoter aux mains. D'une certaine manière, les objets connectés, pour quelqu'un qui a pris comme Ulysse la décision d'eux et qui sait que dans les heures qui viennent, il sera en quelque sorte tenté de ne pas être fidèle à sa propre détermination, c'est de construire des choses qui vont le rappeler à sa volonté ou qui vont même l'empêcher de changer de volonté. Et en un sens, moi je vois cette dimension-là en fait dans les objets connectés, dans les applications, dans tout ce qu'on voudra. C'est-à-dire ça a cette capacité à essayer d'inscrire dans le temps, de donner un point d'appui. Alors on n'est évidemment pas sur le fait de je me fais ligoter aux mains, hein, évidemment, mais on est dans quelque chose de cet ordre. Ça donne cette persistance à une orientation de la volonté dont on sait tous, et c'est pas de la philosophie, c'est juste quasiment existentiel de ce point de vue-là, que cette faiblesse est un sujet quotidien et permanent. Bonjour, merci beaucoup. Diane, je suis interne en médecine. Moi, j'ai une question qui prend un peu l'autre pendant, qui est plutôt celui des soignants. On entend beaucoup parler ces derniers temps de droit à la déconnexion. Et là, on va quand même sur des quantités d'informations qui sont très importantes à gérer. Nous, dans les services, on est confrontés déjà au monitoring de certains paramètres biologiques. On a de la chance, les traitements fonctionnent mieux, les patients meurent moins, mais donc on se retrouve à avoir des monitorings qui sont parfois déjà très très lourds à gérer pour les services. Est-ce qu'il y a déjà des retours d'expérience sur justement la gestion de ces quantités de données très importantes et éventuellement de la surstimulation des soignants qui pourrait créer une espèce de réactance qui ferait qu'il y aurait un rejet par les équipes soignantes de ces objets connectés? Alors oui, il y a bien sûr toute une réflexion sur effectivement comment on récupère ces informations, à quel moment on les transmet, etc., etc. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que les médecins reçoivent en continu des milliers d'alertes en permanence dès qu'il y a... Donc il faut aussi prévoir l'aval de ces données, et y compris le fait que, contrairement à ce qui se passe d'habitude, donner l'information de manière immédiate n'est pas forcément la meilleure solution. C'est-à-dire qu'il est probablement mieux, pour un certain nombre de pathologies, d'avoir des temps dédiés où le médecin va avoir accès à l'ensemble de l'information, se consacrer à ça et y répondre, plutôt que d'avoir en permanence, au fil de l'eau, un déluge d'informations qui sera absolument incapable de gérer et qui, au contraire, posera des problèmes. En particulier, on sait que ça pose des problèmes cognitifs, que ça pousse les gens à faire des erreurs, etc., parce que ils sont surstimulés, en permanence stimulés par des informations. Donc oui, il y a besoin d'avoir une réflexion dans ce domaine et qui est très dépendante finalement du type de malade, du type de service, etc. On va marquer une pause de 15 minutes avant la projection du film Les mots de la fin. Donc retour à 15h30.